Est-ce le chaos justement dans ces initiatives américaines ou est-ce qu'il y a une cohérence? Que faut-il en déduire après ces propos donc de Mahmoud Abbas? On va en parler avec nos invités ici, analystes. Bonsoir à vous, Freddy Ethan. Vous êtes chercheur au Centre des affaires publiques et de l'État de Jérusalem. Avec vous, Nadia Ellis également, qui est spécialisée dans l'analyse du discours à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir. Et Dror Even Sapir, analyste politique sur i24 News. Bonsoir. Alors, Freddy Ethan, pour vous, c'est le chaos ou pas, ce que dit Mahmoud Abbas? Vous partagez ce sentiment un petit peu de confusion? Le mot chaos est un peu fort. C'est le chaos au sein de l'autorité palestinienne plutôt, et au sein du Hamas, puisque Mahmoud Abbas essaye de sanctionner le Hamas d'une part, et d'autre part refuse de s'asseoir à la table des négociations avec Benjamin Netanyahu. Et par contre, il préfère s'asseoir avec une infime minorité qui représente le Meretz et qui à chaque fois devient le porte-parole donc de Mahmoud Abbas. Avez-vous entendu les paroles de Mahmoud Abbas? Non. Ce sont les paroles de la délégation de Meretz, qui est d'ailleurs dirigée non seulement par Zahava Galon, mais aussi un ancien ambassadeur bien connu pour ses positions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation est effectivement, il y a un certain immobilisme. La délégation américaine doit arriver une nouvelle fois. Il faut lui donner une autre chance. Il y a des pourparlers aussi au Caire, avec l'Égypte, avec la Turquie, avec d'autres aussi aspects. Il y a une visite aussi de Erdogan, donc ça bouge. Ça bouge dans les capitales arabes. Ça bouge dans les capitales arabes. Ça ne bouge pas à Ramallah. Et c'est là qui est grave. Et je crois que ça va jouer en boomerang contre Mahmoud Abbas, parce qu'en critiquant l'administration américaine, on peut la critiquer, mais ce n'est pas diplomatique, effectivement, d'employer un terme de chaos sur une administration que les Palestiniens dépendent donc de cette administration. Ouais. Nadia Ellis, comment vous interprétez ce qu'a dit Mahmoud Abbas, ce chaos? Il parle de 20 rendez-vous qui n'ont pas permis de définir une ligne claire. Oui, effectivement, il n'y a pas de ligne claire, ça c'était un fait. Personnellement, le fait qu'il ait parlé à Zahava Galon et à des députés de Meretz, je trouve que justement ça en dit sur le degré peut-être de liberté des propos de Mahmoud Abbas. Ce sont des députés avec lesquels il se sent en confidence, avec lesquels il se sent certainement plus à l'aise que des députés de droite, par exemple. Donc pourquoi pas il aurait dit ces choses-là en ne sachant pas peut-être qu'elles auraient été reprises par la presse, ou même si oui, alors pour passer un message, pour faire passer un message, en tout cas, si on se tient au discours, puisque c'est ce que je fais en tout cas, il faut se rappeler du fait que Donald Trump a déclaré de manière très très claire pendant sa conférence de presse désormais connue avec Netanyahou à l'époque, en disant en gros vous faites ce que vous voulez, ce qui vous arrange, moi je veux pas trop me mêler, vous trouvez une solution, vous faites ce qui vous arrange le mieux, ce qui convient à l'un à l'autre, moi ça me convient parfaitement. Et au final, c'est à peu près ce qu'il fait, c'est-à-dire il a assez de problèmes aux États-Unis, il a assez de problèmes même évidemment dans la sphère internationale, mais il doit s'occuper de beaucoup de choses. Le problème israélo-palestinien n'est pas vraiment à la tête de sa liste des choses qu'il faut résoudre en ce moment précis. Il voudrait faire le deal du siècle, ça il a déjà dit. Mais après, effectivement, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de grandes déclarations. Et même quand il y a des grandes déclarations, il n'y a pas de faits qui suivent. On se souvient évidemment de son engagement à bouger l'ambassade à Jérusalem. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire, on a affaire à un président qui est capable de parler, est capable de mentir souvent, de faire de grandes déclarations, mais après, les faits ne suivent pas vraiment. Donc, et dans ce cas spécifique, si on se tient vraiment à son discours, il n'y a pas vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'il a dit. En gros, il a dit, vous pouvez trouver une solution entre vous. Eh bien, c'est ce qu'il fait apparemment. Dror Even Sapir, ce terme de chaos, quand même, il en dit long un peu sur peut-être le côté désabusé des Palestiniens aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est ce que les Palestiniens veulent. Le message qu'ils veulent en fait passer aux Américains et peut-être aussi surtout à l'opinion publique palestinienne, parce que Mahmoud Abbas traverse une période extrêmement difficile où sa légitimité est remise en cause. D'ailleurs, il essaye de serrer les vis au niveau de l'autorité palestinienne qui suit une pente de plus en plus autoritaire et dictatoriale, et ce n'est pas un hasard parce que Mahmoud Abbas est en fin de course. Et puis les prétendants se multiplient autour de lui. Maintenant, du côté de Donald Trump, je ne sais pas s'il y a une situation de chaos, mais il y a quand même une situation d'instabilité chronique, chaque semaine avec un nouveau limogeage. Parmi les conseillers au plus haut niveau de Donald Trump. Donc Trump essaye de
dire à la communauté internationale que malgré la situation interne aux États-Unis, eh bien, il reste un chef d'État capable peut-être d'influencer sur les affaires du monde, y compris sur le dossier épineux du conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas si ça peut convaincre beaucoup de monde. Et puis, chez nous, côté israélien, est-ce que Benyamin Netanyahou va aller de l'avant? Probablement pas. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a l'intransigeance palestinienne, et puis d'autre part, il y a les affaires. Et on a vu que la stratégie de Benyamin Netanyahou, on a vu ça il y a une semaine, c'était de resserrer les rangs autour de lui, en faisant appel à sa base militante, en faisant appel à sa base électorale. Et dans ces conditions, on voit très mal Benyamin Netanyahou lâcher du lest sur le dossier israélo-palestinien. Il y a un exemple que prend Abbas, c'est celui des implantations, Freddy Etan. Il dit finalement, là, les Américains en privé nous disent qu'ils sont d'accord, que finalement c'est pas une bonne chose que Israël continue de construire en Cisjordanie, mais qu'ils vont pas le dire ensuite à Netanyahou pour pas le froisser. Donc du coup, ça crée cette impression de confusion un peu. Entre là dans les affaires. D'abord, il faut faire la distinction entre les affaires à la Maison-Blanche et les affaires chez nous. Il y a deux choses différentes, ce sont des administrations et ce n'est pas à nous d'intervenir dans les affaires intérieures des Américains, et Mahmoud Abbas a fait une grosse gaffe dans cette affaire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir comment ça se passe. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas, il faut se rappeler que le mois prochain, dans 3 semaines, 4 semaines, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc Mahmoud Abbas essaye de ce qu'on appelle d'internationaliser donc le conflit et non pas localiser le conflit. Donc il a un atout considérable. Il a probablement l'Europe, il a particulièrement la France, puisqu'il y a eu des contacts avec le président Macron. Il y aura évidemment une situation où Mahmoud Abbas va présenter d'une part devant la Ligue arabe, devant les chefs d'État arabes, devant les Européens et devant l'Assemblée générale, donc sa proposition de reconnaître donc l'existence d'un État palestinien à côté donc de l'État d'Israël. Cela ne va pas marcher une nouvelle fois parce que on mettra la charrue devant les bœufs une autre fois. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas effectivement internationaliser le conflit, il faudrait régionaliser le conflit. Dans ce sens, qu'il y a des dirigeants sunnites, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, face à l'étendard chiite. On sait que Poutine va rencontrer Benyamin Netanyahou mercredi, donc il y a là un contact vis-à-vis de l'Iran. Nous sommes très inquiets que le roi Abdallah se trouve aussi avec Erdogan. Et il ne faut pas oublier que Erdogan, non seulement, et c'est un pays musulman, non arabe, mais c'est un pays aussi qui héberge les frères musulmans. Donc il y a là une situation un peu compliquée et complexe. Et puis il y a le régime d'Assad qui est sur place. Et le régime d'Assad compte beaucoup sur la Russie et il compte beaucoup sur le Hezbollah. Donc il y a une situation qui pourrait être explosive et c'est pour ça que Benyamin Netanyahou se précipite vers Poutine. Il va probablement prononcer un discours, évidemment, le 22 septembre à l'Assemblée générale. Il va rencontrer une fois encore le président Trump pour essayer de faire en sorte d'avoir un certain front, un front sunnite avec Israël face à l'étendard chiite, mais aussi consolider les relations avec le gouvernement Trump. Ouais. Medialis, ça reste lisible pour vous ce qui se passe là ou pas, dans les positions américaines par exemple là, Non mais justement, c'est ça ce qui est intéressant peut-être parce que en politique, la plupart des choses qui se font, c'est du discours. Après, il y a très peu d'actions qui suivent ou quand il y en a, mais ce qui se passe en ce moment, du discours, et je suis du discours politique. Donc ça s'arrête là. Ça s'arrête quoi, l'expertise ou non, je la parle du politique. discours. Il y a le discours et Tout puis à fait. il y a les actes. Exactement. Or, en ce moment, il n'y a pas de discours. Et là est le problème. C'est-à-dire, Abbas, tant qu'il y avait un Obama qui faisait beaucoup de déclarations, tant qu'il y a Netanyahou qui répond aux déclarations, en gros, quand il y a un discours vraiment autour du conflit israélo-palestinien, il peut se positionner. Il peut se positionner face à son propre public et évidemment face au peuple palestinien. Et c'est très important pour lui parce que de cette manière, il peut faire comprendre quelle est évidemment non seulement sa position vis-à-vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Palestiniens. Or, là, il ne peut pas se positionner parce qu'il n'y a pas de position officielle, en tout cas en ce moment, des États-Unis. Il n'y a pas de discours autour d'un processus de paix. Oui, effectivement, les États-Unis devraient dire aux Israéliens d'arrêter les implantations, mais ils ne le disent pas. Donc, il n'y a même pas de déclaration par rapport à laquelle il peut se positionner à faveur ou contre, ce qui fait qu'effectivement il parle de chaos, mais le chaos peut-être il est non seulement aux États-Unis, il est aussi un peu dans toute cette histoire
notamment parce qu'il ne peut pas, il n'a pas de matière première avec laquelle faire de la politique chez lui en ce moment. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que des choses avancent, Dror. Est-ce qu'on a l'impression que depuis que Trump a annoncé avec ambition qu'il allait réussir à obtenir un accord, il y a des choses qui aient bougé là ? Non, il faut d'abord que Trump parvienne à obtenir un accord entre les différents composants de son administration. Et là, sa méthode, pour l'instant, c'est de limoger ceux qui sont un petit peu en désaccord par rapport à la ligne centrale. Donc ça peut peut-être aboutir à une stabilisation autour du président Trump. Mais là, encore une fois, la stratégie de Donald Trump, c'est de montrer que malgré tout, malgré ses problèmes internes, il a encore la possibilité de peser sur les affaires du monde. Maintenant, on parlait tout à l'heure des affaires autour de Benjamin Netanyahou, des enquêtes dont le Premier ministre fait l'objet. Et c'est intéressant parce que cette question-là a été évoquée également par Mahmoud Abbas récemment en disant « Écoutez, je ne peux pas aboutir à quelque chose avec un Premier ministre israélien ». Qui fait l'objet de... Mahmoud Abbas qui nous donnera des leçons avec toute la corruption de l'autorité palestinienne, quand même. Il y a loin de là. C'est pas Mahmoud Abbas qui vous donne l'exemple de la transparence et de l'honnêteté. Et je m'étonne d'ailleurs que la délégation du Meretz n'a pas évoqué les salaires qu'on donne aux terroristes, aux familles des terroristes, et on n'a jamais évoqué ça lors de cette négociation, ce qui est très grave d'ailleurs, et personne n'a dit quoi que ce soit. Donc on laisse Abbas jouer le rôle soi-disant d'intermédiaire, on lui donne la parole, on essaie d'influer sur la société israélienne par le biais d'Abbas, et bien quoi? Et les messages les plus importants qui nous concernent, chaque Israélien et aussi, il ne faut pas oublier que le Sénat aussi a voté, donc une résolution qui ne peut pas faire avancer le processus de paix tant que Abbas n'arrête pas donc ces salaires aux familles. Il est évident qu'il s'agit d'un prétexte pour Mahmoud Abbas de ne pas avancer et de ne pas retourner à la table des négociations. Et on peut imaginer que du côté de Benjamin Netanyahou également, il y aura des prétextes pour ne pas aller à la table des négociations. De ce point de vue-là, il y a véritablement un point commun, un intérêt commun entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou qui consiste en fait une stratégie commune qui consiste à dire aux Américains mais nous on est prêts à retourner, à reprendre les pourparlers avec les autres, avec les Israéliens ou avec les Palestiniens. C'est ceux d'en face qui, eux, opposent des conditions et puis font part de tel ou tel prétexte. Donc là-dessus, il y a une stratégie qui a fait ses preuves des deux côtés depuis déjà un bon bout de temps et qui a pour résultat, bien évidemment, le surplace actuel qui dure déjà depuis plusieurs années. Et on ne voit pas comment l'administration Trump, qui encore une fois est tout de même une administration très affaiblie, pourrait faire débloquer cette situation. Et plus que ça, maintenant, ils ont l'excuse de ne pas s'asseoir parce que même les États-Unis n'ont pas vraiment un plan. C'est-à-dire s'il y avait une proposition, un plan, quelque chose, une directive qui ferait que les deux côtés peuvent, encore une fois, se positionner, s'asseoir à la table des négociations avec des idées, ce serait déjà quelque chose. Mais là, ils vont même dire, il n'y a rien. En même temps, ne pas imposer les modalités d'un règlement du conflit, c'est pas complètement idiot. Dire, voilà, ce que les Américains disent, ou en tout cas ce qu'ils ont dit pendant le premier mois, c'est qu'on est là pour entendre les uns et les autres. Maintenant, il faut peut-être demander aux Américains qu'ils passent de la phase de l'audition en quelque sorte à celle de l'action. Mais encore une fois, les blocages sont si importants d'un côté comme de l'autre qu'on voit mal comment ça peut encore une fois. On a eu plusieurs plans américains. Vous savez très bien. Depuis les accords d'Oslo, on a eu pas mal d'accords, de feuilles de route avec ça des administrations comme Clinton, comme Obama pendant 8 ans. Et 8 ans, ça fait 16 ans que les Américains n'ont pas réussi. Et c'est pas la faute toujours d'Israël. Ça, il faut le savoir. On a eu 2 intifadas à cause de ça. Donc il y a là une situation où même Olmert ou même Barak a proposé plus de 90%. Et donc on a bien vu les résultats. Donc il y a eu aussi Sharon qui s'est désengagé de la bande de Gaza. La bande de Gaza, il n'y a pas un seul soldat israélien. Comment ? Unilatéralement. Mais au contraire, c'est-à-dire au-delà de cela, on a eu unilatéralement et on n'a reçu que des roquettes sur la tête. Donc il y a là une situation aussi qu'il faut voir l'autre côté et le camp palestinien et surtout le Hamas qui se rallie aujourd'hui de plus en plus avec l'Iran. Merci à vous Freddy Ethan, merci Nadia Ellis, merci Dror Evans-Sapir.